Salut et bienvenue dans ce nouveau Open the Boîte. Une énorme boîte, hein. Vous voyez comme elle est grosse quand même. Donc une très très grosse boîte pour un jeu de 2 à 4 joueurs, publié chez Ludus Magnus Studio et distribué en France par Légion Distribution. Donc ça va être un jeu de figurines, un jeu de plateau avec des grandes figurines. On n'est pas sur du 54, mais je pense que c'est pas loin. Des figurines très très chouettes, très originales. Alors, hop, la boîte est très compliquée à ouvrir, c'est très grosse et très lourde. Voilà. Donc une boîte très bien garnie, très épaisse, mais avec beaucoup de choses à l'intérieur. Donc là, on va retrouver le contenu de toute la boîte. Donc, il va y avoir plein de plateaux, évidemment, les livres de règles, toutes les cartes, tous les jetons, et plusieurs figurines. On va avoir notamment 4 figurines de sorciers, en fait, qui vont représenter les joueurs, qui vont s'affronter, et plein de figurines de monstres, des morts vivants, des choses comme ça, qui vont représenter les invocations qu'on va pouvoir avoir au cours de la partie. Alors, dans la boîte, on va avoir le livre de règles, voilà, qu'on va voir en détail juste après. On va avoir ce livret qui va être un peu tous les sorts existants, voilà, tout ce qu'il y a dans le jeu, hein, pour avoir vraiment le détail de tous les éléments. Donc c'est un jeu très très tactique. Et du coup, il va falloir avoir quelques petites considérations, quelques petites choses comme ça dans ce livret. Donc pareil, on le verra par la suite. Et les figurines de la boîte peintes, très jolies, ça va être très sympa. On va avoir des cartes format tarot qui vont servir en fait de zone de pioche. Donc on verra, on fera une mise en place, hein, pour voir comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Et là déjà, on va avoir les premières figurines. Alors, on a un premier plateau, voilà, qui est comme ça. Donc ça, c'est très bien pensé, je trouve, en termes de rangement. Et dans ce plateau, on va retrouver ces couvercles clipsés avec la rose noire, hein, qui est en relief là sur le plastique. Ça sert à rien, mais c'est très sympa. On va avoir donc la salle de la rose noire, qui va être au centre du plateau de jeu. On verra par la suite comment ça fonctionne. On va avoir donc les 4 grandes figurines de sorciers. Hop. Voilà, donc des très belles figurines et très grandes, hein. On n'est pas, c'est pas du 28 mm ou quoi comme on a l'habitude avec les jeux d'affrontement. Là, on est sur une grande échelle, hein. Je pense que c'est du 54, voire plus. Voilà, pour les sorciers qui sont vraiment très chouettes, hein, dans un plastique en plus clair pour permettre de les différencier des autres figurines du jeu, des invocations qu'on va avoir. Et là, on va avoir un premier type d'invocation qui va s'appeler Andromeda. Voilà, donc un personnage, une sorte de courtisane automate, un peu dans l'ambiance Venise. Voilà, très intéressant. Hop, dans l'étage du dessous, qu'est-ce qu'on va trouver? On va avoir des guerriers squelettes, donc c'est des lance-quenets, Landsknecht, moi je n'arrive pas à le dire, mais voilà, des squelettes en armure un peu façon Conquistador, voilà, très sympa comme rendu, vraiment très chouette figurine, hein, très sympa, j'aime beaucoup. On va avoir des gros guerriers squelettes, qui vont être des chevaliers squelettiques, voilà, grosse armure, une grande faux, casque à cornes et tout le tout team, hein. C'est bien, les socles sont très jolis, hein. On a des socles dallés avec des roses et des choses comme ça dessus, c'est vraiment très très chouette. On va avoir un autre type d'unité ici qui va être le Cerbero. Ça j'aime bien, une espèce de chevalier avec 3 têtes de chien du coup, puisqu'il a une tête sur son casque et une sur chaque épaule. Le design est très chouette, très intéressant. Alors, c'est de la figurine de jeu de plateau, hein, donc c'est de la figurine plastique un petit peu molle, mais elle est de très bonne qualité, j'ai l'impression, hein. On va aussi avoir des figurines d'hôtels, donc on va avoir les hôtels sacrés, donc petits
Petit hôtel avec une statue d'ange qui tient une sphère dans les mains. Voilà, c'est mignon, c'est sympa. Et on va avoir les hôtels dits mutants. Donc là, ça va être un hôtel un petit peu plus sauvage, j'ai envie de dire. Voilà. Dans cet étage, on a aussi l'écume noire qui vont servir pour la rose noire. Et enfin, l'étage du dessous. Hop là. On va avoir à nouveau un couvercle pour protéger tout ça. On va essayer de tout sortir du coup. Alors là, c'est l'étage qui est plus difficile à sortir parce qu'il est au fond de la boîte. Bon, hop, on va sortir le couvercle. On va avoir les plateaux de joueurs. Donc là, c'est des plateaux très grands, très bonne qualité, avec deux épaisseurs de carton collé pour pouvoir mettre implanter les petits cubes sans que ça bouge au cours de la partie. Donc ça, c'est très chouette. Et on va avoir tous les éléments de jeu visibles sur le plateau. Donc ça, c'est très très chouette. Il y en a un différent avec très grande illustration du sorcier correspondant. Chaque sorcier a son propre plateau. C'est très 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 chouette, très beau. Voilà. Donc chaque sorcier va avoir ses propres compétences, va avoir son grimoire. On verra ça sur la façon de jouer juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir les plateaux. Donc ça va venir sur les bords du terrain. Ça va être les cartes événements. Et de ce côté, vous allez avoir les quêtes et les cartes de pouvoir. Voilà, donc ça, on verra aussi sur la mise en place du jeu comment ça fonctionne. On va avoir ici les différentes salles qui vont composer le champ de bataille, en fait. Donc ça va se passer dans les couloirs d'une école de magie, quoi. Et donc là, pareil, on a les tuiles, hein, vous voyez, qui sont assez épaisses, très gros carton, très agréable. Belle illustration avec un beau vernis dessus. Et les emplacements hein, pour les cubes là, qui vont être importants dans le gameplay. Donc ça, c'est agréable en fait d'avoir ces emplacements creusés qui vont faire que les petits cubes ne vont pas se balader au cours de la partie. Ça risque pas de s'envoler parce qu'on a mis un coup dans la table ou quoi. Donc c'est vraiment très bien pensé. Alors, le dernier type de figurine qu'on va trouver à l'intérieur de la boîte, et pas des moindres, voilà, ça va être ce gros démon, très très chouette, beaucoup le style, qui va s'appeler le Malacoda. Voilà, donc moi j'aime bien ces cornes qui sortent des orbites, là, donc en fait il n'a pas d'yeux. Enfin, voilà, je trouve qu'il rend vraiment très très bien ce démon. Ça donne envie de l'invoquer. Hein. Voilà. Alors, outre les figurines, bon, va y avoir évidemment tous les pions, plein de paquets de cartes différents, on va voir pourquoi, et des paquets de cartes différentes. Il va y avoir aussi des petits insignes comme ça, avec le nom des salles, simplement parce que quand vous allez jouer les salles, elles vont avoir un effet à utiliser, puis vont être bloquées ensuite. Voici le livre de règles de Black Rose War. Quand même un livre de règles assez conséquent, hein, donc qui fait 40 pages. Donc c'est quand même voilà, un jeu qui demande quand même un investissement en lecture assez important. Hein. Donc voilà, donc là, une des Andromeda, justement. Alors, on va avoir la présentation du matériel, le plateau de pouvoir qu'on a pu apercevoir juste avant, le plateau des événements, le jeton couronne, ça va être le jeton pour le premier joueur. Les cellules des mages, ça va être les zones de départ qu'on va jouer, hein, chacune pour un sorcier différent. Comment est-ce qu'on va mettre en place les salles et les marqueurs activation, pardon. La salle de la rose noire qui doit toujours être au centre du dispositif. Comment fonctionnent les fiches des mages, etc. Bon, les différents jetons, voilà, on va peut-être pas passer tout ça en série. Il y a pas mal de cartes de sorts, il y en a 228 au total, ce qui fait quand même pas mal de cartes dans le jeu. Les cartes sont définies comme suit. Donc, il va y avoir évidemment le nom du sort. Vous allez avoir la couleur aussi qui donne l'école de magie en fait du sort. Vous allez avoir le type de sort, donc il va y avoir plusieurs types, hein, que ce soit
des sorts de dégâts, des sorts qui permettent de piocher, des sorts de défense, des pièges, voilà, des choses comme ça. Donc ça va être des effets de jeu indirectement. Va y avoir les éléments. Les éléments aussi vont avoir des effets de jeu, c'est-à-dire que vous allez avoir des éléments qui vont être plus faciles à contrer avec d'autres éléments ou quoi. On peut avoir des personnages qui vont avoir une résistance particulière à un élément, donc voilà. Et vous avez le type de cible que va prendre le sort, quoi. On a évidemment l'effet du sort en dessous, et au milieu, vous avez une instabilité. Donc s'il y a le symbole de la rose noire qui est présent, donc comme c'est le cas là, on va mettre une instabilité sur la salle d'où on lance le sort. Voilà. Et le sort va avoir deux côtés. Vous allez choisir de quel côté vous lancez le sort. Il y a deux effets différents à chaque fois sur les sorts. Voilà. Il va y avoir des sorts très puissants qui vont s'appeler les sorts oubliés. Là qu'on va pouvoir utiliser rarement dans la partie, qui vont être difficiles à récupérer, mais qu'on ne pourra pas utiliser quand on veut tout le temps. Et enfin les cartes d'évocation qui rappellent tout simplement les caractéristiques des monstres que vous allez pouvoir invoquer. Alors, il y a aussi les cartes quêtes, il y en a 95, donc ça fait beaucoup de quêtes aussi, c'est ce qui va permettre de gagner des points de pouvoir, donc qui va permettre d'avancer vers la victoire. Et enfin, il y a les cartes d'événements, donc c'est des choses qui vont se passer au fur et à mesure de la partie. Voilà, bon, un rappel des différentes figurines qu'on peut trouver dans la boîte, et l'explication de la mise en place. Donc là, on va expliquer les différentes règles, donc comment est-ce que ça va avancer. Alors, un élément que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, il va y avoir différents événements dans le jeu qui vont faire avancer les personnages sur la piste de points de pouvoir. Mais il n'y a pas que les personnages qui vont avancer sur la piste de points de pouvoir, il y a aussi la rose noire elle-même, selon les événements qui vont se passer, les sorts qui vont être lancés, etc. Et si un jeton atteint la case 30 du plateau de pouvoir, la partie s'arrête à la fin du tour, et celui qui a le plus de points de pouvoir gagne la partie. Ce qui est intéressant, c'est que la salle de la rose noire elle-même peut mettre fin à la partie, même si elle ne peut pas le gagner, mais elle peut y mettre fin. Donc ça, je trouve ça assez rigolo. Alors, comment va se dérouler un tour de jeu dans Black Rose War? Dans un premier temps, il va y avoir la phase justement de la rose noire qui va en fait résoudre les différents événements sur le jeu. Donc on va piocher des cartes, décaler les cartes événements, etc. Résoudre celles qui doivent être résolues toutes sur le champ. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va avoir la phase d'étude. La phase d'étude, c'est une phase qui est très intéressante, je trouve, puisque chaque sorcier va avoir son grimoire personnel, ça va être sa pioche de cartes, et va pouvoir piocher dans les pioches de différentes écoles pour compléter sa main. Donc on va piocher des cartes qui sont déjà dans notre deck personnel, plus récupérer des cartes dans d'autres écoles. Alors on récupère à l'aveugle, hein, donc on ne sait pas ce qu'on va avoir. Par contre, comme on sait quelles sont les dispositions principales de chaque école, on sait, bah voilà, si on veut quelque chose de très agressif, on va piocher des cartes de feu. Si on veut quelque chose de plus défensif, il va y avoir des cartes de vie. Enfin voilà, on sait dans quelle école on va pouvoir piocher pour compléter un petit peu le style de jeu. Et ensuite, on va pouvoir programmer, en fait, les sorts qu'on va lancer au fil du tour. On va poser les différents sorts sur notre plateau de préparation et on va pouvoir les déclencher ensuite quand on va faire nos actions. Donc on a toujours des actions qui sont notées sur le plateau, plus un sort immédiat, un sort rapide qu'on va pouvoir lancer un petit peu n'importe quand, plus les sorts qu'on a programmés qu'il faudra lancer chacun leur tour. Donc durant la phase d'action, on va pouvoir faire justement une action classique. Voilà. L'action classique, ça va être soit se déplacer, soit attaquer. On va pouvoir cumuler les deux actions classiques, si on veut. On va pouvoir faire une action classique plus un sort standard, ou le sort rapide, ou alors faire un sort standard et le sort rapide, ou faire soit un sort standard, soit un sort rapide. Donc on va avoir plusieurs actions comme ça qu'on va faire les uns après les autres. Autre élément très important dans le jeu, c'est qu'un sorcier peut être vaincu. Alors tout simplement, on va avoir une échelle de points de vie qui est sur notre planche de personnage, et quand on va prendre des dégâts, on va piocher ces jetons dégâts parmi les jetons de la couleur de l'assaillant. Donc l'assaillant va un peu poser sa marque comme ça parmi les points de vie pour dire que c'est lui qui a infligé ces dégâts-là. Quand un personnage va perdre son dernier point de vie,
il va être vaincu, et c'est le joueur qui aura infligé le plus de dégâts qui va remporter un trophée. Voilà, pour représenter les points de victoire en fait en fin de partie. Le joueur vaincu n'est pas éliminé pour autant. Il va retourner en fait dans sa zone d'étude, donc la petite tuile au début de la partie, et il va pouvoir reprendre la partie à partir du tour suivant, sachant qu'il va falloir qu'il dépense soit une action de mouvement, soit défausser un sort qu'il avait préparé afin de sortir de sa zone d'étude. L'instabilité est aussi quelque chose qui est très intéressant dans ce jeu. C'est un peu au cœur du système, on va dire. L'instabilité, c'est qu'en fait, vous allez déclencher des événements quand vous allez consommer trop de puissance. Par exemple, quand vous allez lancer des sorts, ça va créer de l'instabilité dans la salle dans laquelle vous êtes. Donc, on va mettre des petits cubes aussi de votre couleur dans la salle dans laquelle vous vous trouvez au moment où vous lancez un sort. Si vous atteignez la valeur d'instabilité de la salle, vous allez récupérer le jeton de la salle, donc la salle n'est plus utilisable, ne peut plus être activée pour son pouvoir spécial, et elle vous rapportera des points de victoire à la fin de la partie. Et enfin, il y a la phase d'évocation, où tout simplement on va faire venir les monstres sur le plateau. Voilà. Donc, à la fin de la partie, on va marquer des points pour les quêtes qu'on aura réussi à accomplir, les jetons trophées qu'on aura pris en fait aux adversaires qu'on a vaincus, les jetons de salle instable qu'on aura récupérés, et le jeton couronne permet de gagner aussi un point de victoire en fin de partie, puisque effectivement l'action qui permet de récupérer la couronne à la fin de la partie, enfin de récupérer la couronne pour devenir le premier joueur, est quand même récompensée en fin de partie. Et là on va voir tous les sorts des différentes écoles. Donc là par exemple vous avez l'école de la conspiration, vous avez l'école de la destruction, dont on se doute des effets, l'école de la divination, l'école de l'illusion, l'école de la nécromancie, l'école de la transmutation, et les sorts oubliés. Donc les sorts oubliés sont des sorts très puissants qu'on va récupérer dans la salle de la Rose Noire, justement, et qui vont pouvoir être lancés une seule fois, puisqu'après ils sont retirés du jeu. Ils sont très instables. Ensuite, on va voir la loge elle-même. Donc ça va être l'endroit dans lequel vous vous battez avec les différentes salles. Donc celles sont réparties en couleurs selon leur type de pouvoir. Et vous avez l'explication de leurs effets à chaque fois. On a aussi les évocations avec l'explication de leur fonctionnement. Et ce que je trouve très sympa, on va avoir les sorciers avec leur école favorite, leur sort dédié, et une petite explication du personnage, une petite histoire autour du personnage. Donc ça plante vraiment bien le décor, on est vraiment dans l'ambiance. Hein. Voilà. Et à la fin, ces figurines peintes là, de très belle facture, c'est vraiment chouette. Donc voilà. Alors, petit bémol, je trouve ça assez étrange de mettre la figurine de Chrono ici, sans plus d'explication, parce qu'en fait Chrono c'est une extension. Donc là, la présenter là dans le truc sans rien dire dessus, c'est un petit peu dommage. Juste un texte pour dire retrouver Chrono et son gameplay particulier dans l'extension, machin, hein, voilà, ça aurait pu être sympa. Là, c'est juste posé là comme ça, c'est un petit peu bizarre. Voilà. Donc on voit que le jeu déjà est très très riche, hein. Beaucoup de sorts différents, beaucoup d'effets de jeu, de salles, etc. Pareil, les salles, on va pas toutes les utiliser à chaque fois, donc il y a beaucoup de rejouabilité là-dessus. Tout d'abord, il va falloir mettre en place votre plateau de sorcier. Vous allez récupérer le sorcier correspondant, tous les cubes de sa couleur, ainsi que sa figurine. Vous allez choisir son école de magie. Donc son école principale, ça peut être l'école que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle qui est conseillée dans le livre. Évidemment, comme votre personnage va avoir un sort spécial qui lui est dédié, qui est de la couleur de l'école conseillée, c'est mieux quand même de prendre cette école principale-là. Deux sorciers ne peuvent pas avoir la même école de prédilection, donc il va falloir faire attention à ça, vous mettre d'accord, voire tirer au dé ou au hasard, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur l'école de prédilection. Toujours est-il que quand vous prenez votre école de prédilection, vous prenez la carte de l'école en question et vous allez avoir deux archétypes de sorciers. En l'occurrence, dans l'école de transmutation, qui est l'école de Tessa, on va avoir change-forme et ritualiste du changement. J'ai choisi change-forme. Du coup, je vais avoir une liste de
pouvoirs de base, les cartes sorts que je vais récupérer. Donc qui sont là. Ça va constituer mon grimoire. J'ajoute à cela ma carte de sort personnelle, donc il n'y a que Tessa qui peut lancer ce sort, c'est le sort qu'elle a inventé, qu'elle connaît, et je mets les cartes de ce personnage restant, donc j'ai 2 sorts spéciaux, dans le paquet de transmutation. Donc c'est-à-dire que d'autres joueurs peuvent tomber dessus. Ensuite je retourne la carte et je fais la pioche de transmutation. Donc là, mon sorcier est prêt à être joué. On va voir comment se passe une activation d'un sorcier. Dans un premier temps, je vérifie de bien avoir mes jetons ici. Je vais avoir mes points de vie qui sont là. On va avoir quelques informations aussi sur la fiche qui va être le nombre de cartes maximum que je peux avoir en main, le nombre de cases dont je me déplace quand je fais une action de déplacement, et le nombre de dégâts que je fais lorsque je fais une action de combat. On va avoir un sort rapide, 3 sorts maximum à programmer, et ensuite les petits effets. Donc on va avoir le grimoire qui va être notre deck de cartes, le souvenir, c'est un joli nom pour parler de la défausse. On va avoir les quêtes qui vont être là, les quêtes à faire, les quêtes réussies, et les différentes évocations avec 1, 2 ou 3 roses, hein, les petits pins qu'on a vus tout à l'heure. Les marqueurs de salle détruite, les trophées quand on a vaincu un adversaire, et voilà, il y a toutes les informations sur le plateau. Au début du tour, on va avoir une première phase qui va s'appeler l'étude. Dans la phase d'étude, je vais piocher les 2 premières cartes de mon deck pour faire ma main. Je vais ensuite piocher 4 cartes parmi toutes les écoles disponibles ici. D'accord ? Donc je peux piocher les 4 dans la même école, ou je peux combiner plusieurs écoles comme je veux. Donc mettons là, je vais prendre 2 nécromancies, une transmutation et une destruction. Et parmi ces 4 cartes, je vais les consulter et je vais en défausser 2. Alors, je viens de tomber sur une carte qui est affiliée à un autre sorcier. Donc je n'ai pas le droit de la garder, elle fera automatiquement partie des 2 cartes que je vais défausser. À savoir que ces cartes ne peuvent être présentes dans le paquet de pioche que si le dit sorcier a été choisi pour jouer la partie. Donc si vous jouez par exemple qu'à 2 joueurs, les sorciers qui ne sont pas joués ne peuvent pas avoir leur carte de sort dans les pioches. Donc je retire déjà ça, et je vais choisir parmi celles-là, sachant que je connais toute ma main, évidemment, quelle carte je vais garder. Alors par exemple, Flamme Instable, je l'ai déjà dans ma main de base, donc je vais aussi la défausser. Ça retourne dans la défausse de l'école de magie concernée. Hein. Et je mets les autres dans ma main. Donc là, ça va être les cartes que je vais avoir en main, plus éventuellement les cartes que j'avais au tour précédent. Je vérifie ensuite que ma limite de cartes n'est pas atteinte, auquel cas je dois défausser des cartes dans mon souvenir. Le souvenir, c'est la défausse, et je récupérerai les cartes du souvenir quand je n'aurai plus de pioche. Voilà, je remélange mes souvenirs pour faire mon nouveau grimoire. À partir de là, je vais pouvoir programmer mon tour. Donc je vais dire par exemple, la flèche d'instabilité c'est pas mal, donc je vais la mettre en rapide, et puis je vais programmer les 3 sorts. Voilà. Et ensuite, chacun son tour. Alors oui, petite chose importante, les sorts ont 2 effets, n'est-ce pas ? Hop. Donc je vais choisir, vous avez une petite flèche hein, qui vous rappelle le haut de la carte. Donc je vais choisir en fait lequel des 2 effets je vais mettre. Donc par exemple, si je veux mettre le 2e effet, je vérifie que la flèche soit bien vers le bas. Et là, hop. Donc, il y a une petite flèche ici pour rappeler quel est le premier effet, hein, qui correspond à la flèche qui est là. Donc là, je veux le premier effet, je vais le mettre là. Maintenant, pendant mon tour, on va jouer une action chacun avec les autres joueurs, et je vais soit pouvoir cumuler une action et une des cartes sort, soit les 2 actions ensemble, soit le sort rapide et un autre sort. Sinon, les sorts que j'ai programmés ici ne peuvent être joués que seuls ou accompagnés d'une action de base. Évidemment, quand je fais l'action de base, que ce soit un déplacement ou une attaque, elle est consommée, donc je devrais attendre le prochain tour pour pouvoir la refaire. Donc j'en ai 2 à chaque fois. Au moment où je fais mon action, je révèle tout simplement le sort, j'applique l'effet. Voilà. La prochaine fois que je subis des dégâts, j'assigne 1 à la salle pour chaque dégât que j'ai reçu. Donc en fait, je vais rendre la salle plus instable rapidement.
Voilà. Donc une mécanique qui est très bien pensée, qui est vraiment très chouette et qui est très fluide, qui permet beaucoup de réactions aussi, hein, puisque ce n'est pas parce que vous avez programmé que vous allez être coincé dans ce développement-là, dans cet ordre-là ou quoi. Pour les évocations, il va y avoir des petits trous sur le bord du socle afin de mettre des épingles de rose correspondant à la couleur du sorcier qu'il a invoqué. Donc, par exemple, si Nero, ici, le sorcier rouge, invoque un Malacoda, on va tout simplement venir mettre une rose sur le socle du Malacoda afin de l'identifier. Si Nero veut faire une seconde invocation, on va prendre la figurine correspondante, ici un chevalier squelettique, et on va venir mettre 2 épingles de rose. Donc ça s'enfonce simplement dans le trou du socle correspondant, voilà, ça s'emboîte très facilement, c'est très visuel et on sait tout de suite si c'est l'invocation numéro 1 ou 2 du personnage. Et on voit très rapidement à quel personnage cela fait référence. Ce qui est sympa, c'est que du coup, on va pouvoir vraiment peindre, si on veut peindre les figurines de la boîte, dans les couleurs correspondant un petit peu à leur fiche de personnage pour les sorciers, et peindre vraiment les évocations comme on a envie. On ne va pas avoir un schéma de couleurs correspondant au sorcier à respecter. Et juste les petites épingles comme ça vont permettre d'authentifier en fait l'invocateur de la pièce. Et voilà, c'était donc le jeu Black Rose War, donc un jeu bien fourni avec une grosse boîte vraiment énorme, beaucoup de figurines très sympas, très grandes, hein. Encore une fois, c'est pas du 28 mm, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux de plateau, et du matériel de très bonne qualité, hein, ne serait-ce que les jetons qui sont en carton vraiment épais, et ces plateaux en double épaisseur avec les encoches pour mettre les cubes, c'est vraiment très agréable pendant la partie, ça évite que ça se barre dans tous les sens ou quoi. Les hexagones de pièces aussi, c'est très agréable, parce qu'en fait on va avoir des mises en place qui vont être différentes d'une partie à l'autre, hein, puisqu'à part la salle de la rose noire et la salle du trône, tout le reste va être tiré au hasard, donc c'est vraiment très très chouette. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel Open the Boîte.